En Éthiopie, Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU, a appelé les dirigeants africains à ne pas s'accrocher au pouvoir. C'était à l'occasion du 24e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. Les inondations continuent de faire ravage au Malawi. La prévention des maladies hydriques devient la priorité du gouvernement. Au Nigeria, la propagation de la grippe aviaire s'étend et touche à présent 11 États. Le virus a causé la mort de dizaines de milliers de volailles. Nouveau rendez-vous de l'information sur SICA. Madame, Monsieur, bonjour. La justice nigérienne a abandonné vendredi les poursuites à l'encontre d'une vingtaine de personnes accusées d'avoir participé à un trafic international de bébés, dont Ama Amadou, l'ex-président du Parlement et principal opposant du président Issoufou. Le tribunal correctionnel de Niamey se déclare incompétent sur cette affaire impliquant à la fois le Niger, le Nigeria et le Bénin, a déclaré le juge, provoquant des cris de joie parmi les accusés et leurs proches. L'accusation a 10 jours pour faire appel de cette décision. Rappelons que Ama Amadou vit actuellement en exil en France où il a fui après avoir été accusé dans ce dossier. Les nouvelles du sommet de l'Union africaine à présent. Le président zimbabwéen Robert Mugabe, le plus ancien chef d'État africain en exercice, a été désigné ce vendredi nouveau président en exercice de l'Union africaine. Robert Mugabe, autocrate de près de 91 ans, au pouvoir depuis l'indépendance de son pays en 1980, a échangé une poignée de main avec son prédécesseur, le Mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz, sous les applaudissements de leur père. Mugabe prend la présidence tournante de l'Union africaine pour 1 an. Mais qui est Robert Mugabe? Je vous invite à le découvrir à travers ce portrait. 1980, Rhodésie du Sud, l'indépendance est proclamée. C'est la naissance du Zimbabwe avec à sa tête un homme, Robert Mugabe, le symbole de la libération du pays. Marxiste aux premières heures, ses priorités pour le pays sont la démocratie, l'éducation et la santé. Dans les 10, peut-être 15 premières années, eh bien Mugabe a très bien dirigé le pays. Depuis, les choses ont bien changé. Dans les années 2000, il met en place une réforme agraire et chasse les fermiers blancs. L'économie s'effondre. Inflation, coupure de courant et manque de nourriture, le pays sombre dans le chaos. Les atteintes aux droits de l'homme se multiplient. La communauté internationale impose des sanctions. Mais Mugabe a su garder une base très solide de partisans qui lui permet de s'accrocher au pouvoir depuis 30 ans. Il plaît à la génération de l'indépendance et aux gens qui estiment que leur vie s'est améliorée sous son régime et qu'il a beaucoup fait en termes de redistribution des terres après 2000. Il a aussi mis au défi le modèle occidental. Il a défié la Grande-Bretagne, l'Union européenne, les États-Unis. C'est important pour beaucoup de Zimbabwéens et pour beaucoup d'Africains en général. Réélu en 2013 pour un nouveau mandat de 5 ans, ses adversaires assurent qu'il a triché. Mais Robert Mugabe, fermement accroché à son siège, a fait voter après les élections une nouvelle constitution. Une constitution qui pourrait lui permettre de rester au pouvoir jusqu'à 99 ans. Addis Abeba, la capitale de l'Éthiopie, accueille donc depuis ce matin le 24e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. À cette occasion, le secrétaire général de l'ONU a appelé les dirigeants africains à ne pas s'accrocher au pouvoir et à quitter leurs fonctions à l'issue de leur mandat. Par ailleurs, la présidente de la Commission de l'Union africaine estimé que les islamistes nigériens de Boko Haram sont devenus une menace pour la sécurité de tout le continent africain et nécessitent une réponse collective et décisive. Aussi, l'Union africaine a-t-elle appelé à la mise en place d'une force régionale de 7500 hommes pour mettre fin aux abus épouvantables de ce groupe armé. Toujours en Éthiopie, le 24e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine aborde donc plusieurs sujets d'actualité, tels que les foyers de tension sur le continent et la lutte contre le terrorisme. Sur ces questions de grands enjeux, les Africains sont sceptiques et ont plutôt hâte de voir l'organisation à l'œuvre. Les derniers massacres perpétrés par la secte islamiste Boko Haram dans la région de Baga, au Nigeria, au dire de la présidente de la Commission de l'Union africaine, sonne comme l'affront de trop
pour l'Afrique tout entière. La lutte contre la secte islamiste a pris des proportions telles qu'aucun État, à lui tout seul, ne peut mener à bien ce combat. L'invite de Nkosazana Dlamini Zuma dans le cadre du 24e sommet de l'UA est alors sans embâche. Que tous les chefs d'État, sans exception, se saisissent enfin du dossier Boko Haram, mais aussi de la situation délétère en Libye et au Mali. Un appel favorablement accueilli sur le continent, mais beaucoup se demandent si réellement les fruits finiront par tenir la promesse des fleurs. Je dois être honnête. Beaucoup d'Africains, moi inclus, sont très impatients de voir l'évolution de la réforme au sein de l'Union africaine, de voir la façon dont l'Union africaine traitera les problèmes du peuple africain. Le terrorisme, l'insécurité en Afrique de façon générale, des mécanismes judiciaires crédibles pouvant contribuer à maintenir ou à rétablir la paix tout en œuvrant pour le respect des droits humains. Ce sont autant de chantiers sur lesquels sont attendus le nouveau président à la tête de l'UA. L'annonce de l'accession de Robert Mugabe au fauteuil ne semble pas contenter tout le monde. Mugabe, président de l'organisation, il y a quelques soucis. Il est sous le coup de différentes sanctions par différents pays et de mesures punitives par des organisations internationales comme l'Union européenne. Personnellement, je ne vois pas cela comme problématique. Un autocrate accusé de violer les droits de l'homme au premier poste de l'UA, ce ne serait pas une première. Mais dans le contexte actuel où l'Union africaine se dit plus que jamais attachée aux principes de démocratie et de bonne gouvernance, un tel choix, aux yeux de plusieurs observateurs, pourrait sérieusement écorner l'image de l'organisation panafricaine. Le sommet de l'Union africaine qui s'ouvre ce vendredi abordera également la question de la lutte contre l'épidémie d'Ebola. Un fonds de solidarité Ebola devrait être lancé à Addis Abeba durant ce sommet. Une occasion pour l'ONG Oxfam d'appeler à un plan Marshall post-Ebola massif afin que les pays riches puissent aider financièrement la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria. L'Union africaine prévoit de lancer un fonds Ebola ainsi qu'un centre de contrôle des maladies, alors que l'ONG Oxfam a exhorté les dirigeants africains à tenir leur promesse d'injecter de l'argent dans les systèmes de santé du continent. Le problème le plus important est que les trois gouvernements développent des stratégies par eux-mêmes pour une reprise immédiate et une stratégie médicale et de croissance à long terme. Ils doivent proposer des stratégies et les présenter aux donateurs et la communauté internationale doit les soutenir pendant une certaine période. Cela nécessite une réaction immédiate en termes d'injection monétaire, mais cela nécessite aussi un soutien à long terme. Le commissaire de l'Union africaine pour les affaires sociales a pour sa part assuré que le Centre africain de prévention et contrôle des maladies serait opérationnel d'ici mi-2015. L'ONG Oxfam a de son côté appelé à un plan Marshall post-Ebola massif en référence à l'aide économique et financière accordée par les États-Unis à l'Europe pour sa reconstruction après la Seconde Guerre mondiale. Alors que les trois pays tentent de contrôler l'épidémie d'Ebola, Oxfam demande au monde de rester avec eux, de soutenir leur reprise économique, d'aider à la construction des infrastructures et de réduire les risques qu'une telle épidémie ne puisse se reproduire à nouveau. Cela coûterait des millions, mais cela n'est rien comparé à côté du coût qu'engendrerait une autre épidémie. Pour l'ONG Oxfam, il est clair que l'architecture existante en Afrique pour la détection précoce des maladies, la réponse apportée et leur contrôle est globalement inadéquate. Et en réponse à ce déficit, l'Union africaine promet mettre urgemment en place un système d'alerte précoce pour la détection des épidémies. Le plus important selon elle serait d'être prêt pour la prochaine fois et de ne plus être pris au dépourvu. Je vous l'annonçais en titre, au Nigeria, la grippe aviaire de type H5N1 s'est propagée à 11 États, soit 4 États de plus que la semaine dernière. Cette grippe a déjà causé la mort de dizaines de milliers de volailles, sans qu'aucun humain n'ait été contaminé. Selon les derniers chiffres en date du mercredi dernier, 232 385 oiseaux ont été contaminés par le virus et 51 444 en sont morts. Les fermiers dont les cheptels ont été touchés par cette grippe seront dédommagés à hauteur de 145 millions de naira, soit 676 000 euros.
Direction le Malawi à présent, suite aux inondations désastreuses, des familles se retrouvent piégées sur des îles de terre uniquement accessibles par hélicoptère et sans accès à la nourriture, à l'eau courante ou au secours médical. Le gouvernement fait désormais de sa priorité la prévention des maladies hydriques. La prévention des maladies transmises par l'eau est une priorité pour le Malawi où des inondations ont tué au moins 176 personnes. Les graves inondations ont déplacé au moins 200 000 personnes, submergé des villages entiers, détruit des maisons, noyé des récoltes et emporté du bétail. Les districts du sud du pays les plus durement touchés comme Nsandje ont tout perdu. La menace des maladies hydriques telles que la malaria, le choléra et la diarrhée est devenue une priorité. Certaines sources d'eau potable ont été complètement submergées ou contaminées. L'ONG Oxfam distribue du matériel de prévention et informe les gens sur des méthodes de purification de l'eau dans des camps de fortune ou dans les communautés touchées. Le gouvernement du Malawi a entrepris de coordonner les efforts de secours avec les organismes d'aide. Un hélicoptère livre des vivres sinistrés dans l'enceinte d'un bâtiment scolaire qui a échappé à la montée des eaux, une cargaison de farine de maïs, la base de l'alimentation locale. Alors que la pluie continue de tomber sur le pays, le vice-président Solos Chilima a encouragé les Malawites vivant dans les régions basses de se déplacer en altitude et d'éviter de traverser des rivières. Les autorités gouvernementales et le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU se sont rendus dans les régions les plus touchées et produisent un rapport des dommages. Human Rights Watch a sorti son rapport annuel sur les droits de l'homme dans le monde. En Afrique, l'ONG s'inquiète de certaines violations des droits civils et politiques, notamment la montée de l'homophobie institutionnalisée. Le gouvernement sud-africain, qui a nié le caractère xénophobe des pillages dans certains townships à Johannesburg, a aussi été critiqué. Présentation ce jeudi à Johannesburg, annuel de l'association de défense des droits de l'homme Human Rights Watch. L'organisation y dénonce la passivité du gouvernement sud-africain face aux attaques xénophobes dans des townships. L'association tient pour référence les récents pillages de magasins tenus par des étrangers à Soweto et dans d'autres townships voisins. Des actes de vandalisme qui ont fait 6 morts la semaine dernière. Face à la situation, le gouvernement sud-africain n'admet pas qu'il s'agit de xénophobie et parle de simples problèmes de criminalité. C'est très inquiétant que le gouvernement politise la question de la xénophobie, ce qui donne l'impression d'une xénophobie institutionnalisée. C'est un énorme problème et nous espérons que le gouvernement va vraiment réfléchir et faire en sorte que la xénophobie est sérieusement prise en compte parce que ça pourrait déborder dans le reste de la région. Une inquiétude qui pourrait se justifier en prenant en considération les réactions de certaines autorités face aux récentes attaques. En réaction à ces dernières, la ministre des PME, Lindiwe Sisulu, a dit, je cite, « Les étrangers doivent comprendre qu'ils sont ici invités et que notre priorité va d'abord et avant tout à nos compatriotes. Ils ne peuvent pas ne pas partager leurs pratiques commerciales avec les commerçants sud-africains. Les commerçants étrangers ont la réputation d'être plus dynamiques que leurs concurrents sud-africains et s'associent souvent entre eux pour acheter en gros et offrir des prix plus bas. Nous avons maintenant une économie en ruine. Les gens souffrent dans tout le pays et il y a de plus en plus de violations des droits de l'homme par les représentants de l'État qui font partie de la ZANU-OF et qui cherchent à étendre leur contrôle et leur autorité dans le pays, y compris par des évictions massives, des déplacements de population et d'autres violations des droits politiques, sociaux et civils. Que de mots qui minent le développement des nations africaines. Mais la xénophobie, si elle devait devenir institutionnalisée, représenterait un danger pour le maintien de la paix dans les pays. Voilà qui met un thème à cette édition. Merci pour votre attention et très bonne suite de programme en notre compagnie.